La psychiatrie a toujours été source de fantasmes. Notre imaginaire collectif est plein de ces fous, inquiétants, terrifiants, parfois violents, que l'on enferme dans des asiles pour mieux nous protéger du danger qui semble inhérent à leur folie. Pourtant, la réalité de la maladie mentale et de sa prise en charge est bien différente de ces représentations caricaturales. Hier comme aujourd'hui, derrière les portes des hôpitaux psychiatriques ou sous les diagnostics, se cachent des hommes et des femmes comme les autres, en rupture, en difficulté ou simplement en souffrance. Cette histoire ordinaire de la folie, c'est celle que nous racontent les archives de la psychiatrie. Si les archives psychiatriques, et en particulier les dossiers de patients, sont aujourd'hui des ressources essentielles pour écrire l'histoire de la folie et de sa prise en charge, il n'en fut pas toujours ainsi. Longtemps, seuls les traités médicaux et les revues savantes retenaient, avec les documents administratifs ou académiques, l'attention des quelques psychiatres s'intéressant au passé de leur discipline, ou des très rares historiens questionnant l'aliénisme. Les historiens, depuis toujours, travaillent avec des sources. Alors, pendant longtemps, ils ont travaillé avec des documents officiels. Petit à petit, on a transformé peut-être le métier d'historien en admettant que l'historien pouvait avoir une grande variété de documents qu'il pouvait consulter pour essayer de trouver de plus en plus d'informations pour mieux documenter le sujet au cœur de son étude. Alors, en psychiatrie, oui, on a pu consulter les documents médicaux, regarder peut-être les journaux ou les journaux scientifiques par rapport à la médecine, par rapport à la psychiatrie, par rapport au nursing, par exemple. Mais le fait d'aller dans les dossiers médicaux nous permet d'aller dans une source peu explorée qui nous permet d'aller chercher des informations qui sont peu connues. Ainsi, pendant des décennies, les archives de la psychiatrie, et notamment les dossiers, sont restés là où le temps les avait placés, sans que personne n'y prête attention. Seule la lumière médiatique attirait de temps à autre le regard sur elle. En effet, parmi les malades pris en charge au cours des siècles passés, on trouve nombre de personnages fameux. Antonin Artaud, Camille Claudel, Hubert Aquin, Guy de Maupassant, Alice Roby, Gérard de Nerval, Georges Feydeau, Claude Gauvreau, Vincent van Gogh ou encore Friedrich Nietzsche, nombreux furent les artistes, poètes, penseurs ou écrivains à séjourner plus ou moins longtemps dans un lieu d'accueil psychiatrique. Ces patients célèbres attirèrent inévitablement les chercheurs, historiens ou biographes vers les archives de la psychiatrie. Au Québec, le cas d'Émile Nelligan continue ainsi toujours à susciter les convoitises. Interné à l'aube de ses 20 ans, en août 1899, à l'asile Saint-Benoît-Joseph-Labre à Longue-Pointe, dans l'est de l'île de Montréal, le jeune poète québécois ne devait jamais en ressortir. En 1925, il fut simplement transféré à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où il demeura jusqu'à sa mort en 1941. Incarnation même de la figure du poète tourmenté, son père l'avait fait interner pour des crises de comportement et des idées suicidaires, Nelligan devint de son vivant un personnage mythique, de l'histoire comme de l'imaginaire québécois. Et son dossier médical, un objet d'intérêt et d'investigation pour des chercheurs et des curieux de tous ordres. Personnellement, je suis un petit peu tannée. J'ai rien contre M. Nelligan, mais vous comprenez que tout le monde nous harcèle pour ce dossier-là. Je veux dire, tout le monde nous harcèle. Le dossier est scellé, il n'y a rien qu'on peut faire avant 2041. Et quand il va être relâché, sérieusement, vous allez tous être bien déçus. Parce qu'il n'y a rien dans ce dossier-là. Il n'y a absolument rien dans ce dossier-là. Rien d'utile ou de révélateur. Mais les hommes et les femmes de lettres ou de paillettes ne furent pas les seuls à attirer l'attention des chercheurs et des curieux vers les archives de la psychiatrie. Ce fut aussi le cas des grands criminels, assassins, empoisonneurs, infanticides ou pervers, qui défrayèrent la chronique au cours des 2 derniers siècles. Pensons au cas de Louis Riel, pensons à des cas comme Marianne Gagnon, la belle-mère d'Aurore l'Enfant Martyr ou l'abbé Delorme des années 1920. C'est des cas qui ont suscité une passion, qui ont vraiment divisé la population. Parce que de toute façon, c'est des gens... comment qu'un abbé peut tuer son frère? Comment une mère peut
tué, quasiment massacré un enfant qui n'était pas le sien. Comment ça se fait qu'un millionnaire, un fils de millionnaire comme Shortis, décide de prendre un fusil puis de tuer quelqu'un comme ça à coup de fusil? Ça dépasse l'entendement. La médiatisation de ces cas criminels célèbres attira en effet l'attention sur les dossiers des accusés, sur leur expertise psychiatrique ou sur leur passage entre les murs d'un asile. Elle venait confirmer l'image traditionnelle qui hante nos imaginaires du fou dangereux et du criminel d'autant plus atteint par la folie que son crime est inqualifiable et impardonnable. Je me rappelle toujours la première fois que je suis allé avec mes étudiants travailler sur les archives psychiatriques et ça se trouvait encore à l'hôpital. La première fois, ils ont tous marché derrière moi comme des petits canards. Ils avaient peur qu'à un moment, il y a quelqu'un qui allait leur sauter dessus et les violer ou les tuer. Et bien sûr, voilà, il suffit de rentrer dans n'importe quel hôpital psychiatrique aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas. Et c'était pas non plus le cas au 19e siècle. Oui, effectivement, il y a une vision très manichéenne de la folie qui a toujours existé. Alors qu'en fait, il y a des fous qui sont complètement inoffensifs. Et ça, il ne défait pas la chronique. Il y a une stigmatisation au niveau de la folie qui existe encore de nos jours, qui a toujours existé. Il y a une stigmatisation au niveau du crime. Et le fou criminel, il est doublement stigmatisé. Parce que là, il est aussi dangereux qu'un criminel, mais il est irresponsable et ça le rend doublement dangereux. Ceci étant dit, c'est une image qui est complètement fausse parce qu'en fait, le fou est pas mal plus victime qu'auteur de crime. Ça, c'est connu. Moi, je dirais qu'au cas des... les personnes malades mentales ont été beaucoup plus maltraitées qu'ont pu maltraiter certaines personnes. L'image du fou criminel suscite donc, aujourd'hui encore, la curiosité du grand public, comme elle a suscité hier celle des psychiatres. Pourtant, la réalité de l'asile, dont les archives de la psychiatrie témoignent, est bien éloignée de ces cas célèbres ou médiatisés, comme d'ailleurs de l'imaginaire de l'asile véhiculé par la culture populaire depuis près de 2 siècles. La grande majorité, 99,9% de tous les dossiers, c'est monsieur, madame, tout le monde, avec toute leur problématique psychiatrique. C'est pas des cas célèbres. Mais je pense que les gens s'accrochent à l'idée parce que ça les fascine. Et l'histoire réelle, réelle, encore faut-il que le concept de réalité existe là, vraiment, mais les traces qu'on retrouve dans les dossiers des patients à Saint-Jean-de-Dieu nous racontent une autre histoire, mais qui est tellement moins intéressante, tellement plus ordinaire. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, on va toujours chercher les lectures qui vont nous sortir de notre vie quotidienne d'une certaine manière. Et les grandes figures de fous criminels au Québec retiennent l'attention. Ouais. Alors qu'encore une fois, c'est une minorité. C'est une minorité. Une mini-minorité. Au contact de l'archive, l'image du jeune poète recevant des électrochocs ou même une lobotomie dans un lugubre asile aux allures de mouroir s'estompe au profit de milliers de récits de vie ordinaires, de patients connaissant des épisodes de mal-être ou de vulnérabilité, dans un espace qui certes avait des murs et des camisoles pour éventuellement les contenir, mais qui avait aussi des jardins potagers, des ateliers de sculpture ou de menuiserie, des fêtes et des bals pour les occuper ou les distraire. Ainsi, loin des quelques cas célèbres qui ont fait, un jour ou l'autre, la une des quotidiens et ainsi construit notre imaginaire de la folie, les milliers de vies ordinaires dont les archives psychiatriques conservent la trace, et donc le souvenir, nous dévoilent une toute autre réalité historique. Si on écrit un livre qui traite de l'asile, on va finalement apprendre qu'est-ce qui se passait dans un asile, j'imagine, spécifique. Et on va toujours répéter la même histoire. Mais le fait d'aller chercher d'autres documents, d'autres informations nous permet d'augmenter cette histoire-là et d'apporter certaines nuances à certains égards. Le fait qu'on a pensé que l'asile était un milieu où les patients étaient maltraités, que les patients étaient abandonnés, c'est une vision qui a existé de l'asile. Mais
au fil des années, on se rend compte que cette vision-là s'est transformée aussi avec une volonté d'apporter des soins, une volonté aussi de ne pas garder les patients, que cette histoire qu'ils étaient abandonnés, c'est vrai dans plusieurs cas, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Alors, le fait d'aller plonger dans les archives, dans ce cas-ci, dans les dossiers médicaux, nous permet d'aller chercher des fragments d'informations qui viennent ajouter des parcelles de vérité qui, jusque-là, n'avaient pas été révélées, n'avaient pas été connues et qui nous permet finalement de grandir la structure sur l'histoire de l'asile en ajoutant une brique au fur et à mesure qu'on retrouve des informations. Les archives psychiatriques dépeignent donc un univers moins caricatural que celui que l'on peut découvrir dans les films ou la littérature. C'est pour cette raison qu'elles sont précieuses, car les destins anonymes qu'elles conservent nous permettent de comprendre ce qu'était véritablement la vie des internés, comment fonctionnait effectivement l'asile, bref, à quoi ressemblait la vie psychiatrique quotidienne dans le passé. C'est donc tout le travail de l'historien et de l'historienne que de rendre compte de cette réalité complexe, contrastée de l'asile et de la psychiatrie, afin de déconstruire l'imaginaire de la folie et de rappeler, sur la base du travail de l'archive, la réalité de ce que fut sa prise en charge. Je crois qu'en allant en permanence réinterroger des sortes de certitudes qui circulent dans l'espace public, c'est pas une influence qu'on peut nécessairement mesurer, mais pour moi, c'est ça un peu le travail des sciences humaines, c'est en permanence réinterroger ces certitudes sur la folie non gérable, sur le fou, justement, le fou dangereux. C'est finalement, il est quand même souvent réduit à cet imaginaire-là. Il y a un imaginaire et le but de l'historien, c'est de l'interroger et de montrer ses failles. Je pense qu'un historien doit montrer qu'en fait, il y a plusieurs facettes du fou. Il y a plusieurs images du fou. Qu'il y a des gens qui ont des faiblesses, mais que les faiblesses peuvent être transformées en force. C'est là tout le potentiel de l'archive que de nous amener, en nous plongeant au cœur d'un présent aujourd'hui révolu, à nous détacher de nos présupposés, de nos habitudes et d'un certain imaginaire pour saisir l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et non telle qu'on l'imagine depuis notre point de vue actuel.